Jean-Paul Gourevitch. Jean-Paul Gourevitch a, à mes yeux, la définition sera évidemment très insuffisante, deux caractéristiques majeures. Je commencerai par une qui va l'étonner, c'est un homme délicieux, et dont le contact est agréable, et dont la relation est toujours productive de plein de bonnes choses. Et la deuxième que vous connaissez davantage, et dont il fait davantage état aussi, est la qualité professionnelle, la qualité intellectuelle des travaux de Jean-Paul Gourevitch. En particulier, ce consultant international sur l'Afrique et l'immigration, qui a été également enseignant à l'université de Créteil, a publié récemment deux ouvrages qui font autorité dans chacun de ces domaines. Voici 3 ans, la croisade islamiste, livre dont on peut dire qu'il est plutôt prémonitoire par rapport à ce à quoi nous assistons aujourd'hui par la structuration méthodique de cette croisade. Et un second livre beaucoup plus récent, qui a fait l'objet de diverses polémiques, tant il est vrai que dans notre société, énoncer un certain nombre de choses d'évidence provoque polémique par rapport au totalitarisme médiatique et culturel ambiant. Ce livre, que vous connaissez sans doute, Les migrations pour les nuls. Certainement, il ne s'adresse pas à vous, mais à tout un public qui n'a pas encore perçu l'intensité des problématiques que nous allons aborder ce matin, et en premier chef abordé grâce à Jean-Paul Gourevitch, auquel je cède volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas compléter la présentation qui a été faite. En ce qui concerne le côté délicieux, vous verrez, c'est peut-être pas tout à fait exact. Pour l'immigration pour les nuls, je dirais simplement, pour préciser les choses, que ce livre a fait l'objet, dès son départ, d'une dépêche de l'AFP qui était à la fois fallacieuse et injurieuse, qui présentait cet ouvrage comme un ouvrage d'extrême droite sous prétexte que Marine Le Pen m'avait cité il y a 3 ans. Et surtout, cette dépêche a été reprise par 51 journaux du net, de la presse écrite et de la presse audiovisuelle. Et quand mon avocat a demandé un droit de réponse à l'AFP, il s'est aperçu qu'on ne peut pas obtenir de droit de réponse de l'AFP, qu'on peut l'attaquer en diffamation. Alors là, il y en a pour une dizaine d'années, et pour pas mal de dizaines de millions d'euros, ou de milliers d'euros, et que on ne peut pas non plus attaquer un journal qui reproduit la dépêche de l'AFP, parce que le journal dit c'est pas nous, c'est l'AFP. La seule chose qu'on peut faire, c'est pour ceux qui ont exagéré, obtenir un droit de réponse que j'ai pu obtenir de quelques journalistes. Il y a quand même quelques journalistes courageux qui ont pris ma défense, y compris des journalistes de gauche, et l'Observatoire des journalistes et d'information médiatique qui a fait un petit dossier sur la question. Alors, je vais aborder immédiatement le sujet, et je vais commencer par une remarque qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais comme ça on verra bien que je ne suis pas délicieux. Mon intervention, qui s'appelle donc Europe-Afrique, le choc démographique, s'inscrit dans un ensemble dont le titre est l'Afrique au XXIe siècle à 4,2 milliards de personnes. Alors ce que je voudrais dire au départ, c'est qu'il aurait peut-être été bon d'ajouter au moins un point d'interrogation à cette projection, car cette projection qui est présentée dans le petit document que vous avez comme un extrait du rapport UNICEF de 2014, exact, il faudrait quand même dire que ce rapport UNICEF de 2014 reprend lui-même un chiffre qui a été donné en 2012 par la Banque mondiale dans un rapport qui s'appelle Perspectives démographiques mondiales, qui a été repris par le journal Le Monde en juin 2013 et qui donne exactement les mêmes chiffres que ceux que vous avez devant vous. Alors, ce n'est pas simplement la reprise par l'UNICEF d'un rapport de la Banque mondiale qui me pose problème, mais c'est plutôt globalement
les projections qui sont faites. Si on regarde les diverses projections, on constate qu'aujourd'hui, les projections qui concernent la population mondiale et qui concernent la population africaine ne sont pas tout à fait cohérentes. En ce qui concerne la population mondiale, les projections varient assez largement entre 8,9 milliards de personnes en 2100 et plus de 11 milliards, ce qui fait quand même un certain écart. En ce qui concerne l'Afrique elle-même, les projections varient entre 3,8 milliards et 4,4 milliards. Donc on peut dire qu'effectivement, 4,2 milliards, c'est une projection moyenne. Mais je veux dire que, globalement, des projections à long terme sont toujours un petit peu hasardeuses. Et la première conclusion que je voudrais vous faire partager est que ces estimations méritent donc d'être interrogées et non pas prises comme quelque chose de figé. Et je reprendrai la formule d'Hervé Lebras, avec lequel pourtant je n'ai aucune accointance directe, qui est qu'une prévision sur 100 ans comporte un risque de 98% d'erreur. Donc je vais me limiter à des projections un peu plus courtes et je vais prendre comme base l'année 2050, ce qui est déjà relativement lointain par rapport à notre horizon actuel. Et je voudrais juste citer une petite anecdote sur ce point. Il y a quelques années est paru chez Cartala un ouvrage qui s'appelait Afrique 2025. Vous voyez, c'était des projections déjà plus courtes, qui développait 4 scénarios: les lions pris au piège, les lions faméliques, les lions sortent de leur tanière, et le grand scénario souhaité par tout le monde, et notamment par tous les Africains, les lions marquent leur territoire. Ce travail avait été fait à partir de l'analyse de plusieurs milliers de réponses africaines et d'une centaine de consultants, et je le dis d'autant plus que je n'en faisais pas partie. Et simplement, ces projections, elles étaient parties d'une estimation des Nations Unies qui avait été faite en 2002. Or, il est intéressant de confronter cette estimation des Nations Unies avec les résultats actuels. Les Nations Unies disaient, en 2025, l'Afrique subsaharienne comptera entre 1090 et 1220 millions de personnes. Or, cette projection, elle est déjà atteinte, ou presque, pour l'Afrique subsaharienne en 2015. Donc vous voyez quand même le risque de telles projections, même à court terme. Alors, je vais quand même, bien entendu, partir de cet horizon 2050. Les estimations de la population mondiale pour 2050 se situent entre 8 et 10 millions entre 8 et 10 milliards de personnes, et donc le chiffre de 9,6 de la Banque mondiale est un poids moyen tout à fait acceptable. En ce qui concerne la population africaine, de l'ensemble du continent africain, les chiffres se situent dans la fourchette basse et de 1,94 milliard, la fourchette haute de 2,4 milliards, et l'INSEE, pour notre institut de référence, si l'on peut dire, propose 2 milliards avec un géant, le Nigeria, qui fait 440 millions d'habitants, et 6 pays à plus de 100 millions, donc l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, l'Égypte, l'Ouganda et le Kenya. Par rapport à cela, si on compare l'Europe par rapport à l'Afrique, selon Eurostat, l'Union européenne proprement dite compterait en 2050 515 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle en aurait perdu, et l'Europe en général, au-delà de l'Union européenne, c'est-à-dire
comportant la Russie, la Suisse, un certain nombre de pays, mais excluant la partie européenne de la Turquie, les républiques caucasiennes et la partie turque de Chypre, comprendrait 632 millions d'habitants. Ce qui veut dire, pour résumer, je vais essayer de m'en tenir à des idées générales, c'est pour ça, contrairement à mon habitude, je n'ai pas préparé de tableau PowerPoint. Ça veut dire quand même que on a un double choc démographique avec un continent africain qui est 4 fois plus peuplé que l'Union européenne et qui est 10 à 15 fois moins riche si on en reste aux chiffres du pays. Alors, ce que je voudrais partager avec vous rapidement, c'est 3 éléments. Quelles sont les certitudes que nous avons sur le plan démographique et sociétal? Quelles sont les incertitudes que nous avons sur ce même plan? Et quels sont les principaux enjeux problématiques qui sont générés par ce double choc? Selon mon habitude, je resterai dans une optique technique, laissant mes collègues développer les horizons politiques que cela implique. Donc, première certitude, il y a en Afrique une diminution de la mortalité, même si la moitié des enfants qui meurent prématurément sont des Africains. Deuxième certitude, il y a en Afrique une augmentation de la longévité. Actuellement, la longévité moyenne africaine est de 53 ans. Les projections semblent indiquer qu'elle devrait atteindre 74 ou 76 ans entre 2045 et 2050. Enfin, la troisième certitude, c'est que la natalité et la fécondité restent très fortes. Aujourd'hui, la moyenne mondiale est de 2,5 enfants par femme, avec, vous le savez, des variantes énormes, puisque la fourchette basse, c'est la Bosnie-Herzégovine avec 1,6, et la fourchette haute, c'est le Niger et le Yémen, avec plus de 7 enfants par femme. La moyenne africaine se situe entre 4,6 et 4,8, ce qui fait que si on suit cette idée, en 2050, un enfant sur 10 qui naîtraient dans le monde seraient de nationalité nigérienne. Ceci dit, dans ces certitudes, il y a une variable. La variable, c'est la transition démographique. Dans quelle mesure la transition démographique aura un impact sur l'Afrique subsaharienne? La transition démographique, vous le savez, c'est le passage d'une situation où une natalité forte et une mortalité forte s'équilibrent à une situation où la natalité faible et la mortalité faible s'équilibrent. Mais dans cette transition, elle est marquée par ce qu'on appelle l'inertie démographique, qui touche particulièrement les pays pauvres, c'est-à-dire qu'on continue à faire des enfants pendant un certain temps, en se demandant pas si on est capable de les nourrir. Pour passer ce cap, il faut effectivement apporter au continent des ressources supplémentaires et lui permettre de rénover ses structures et de modifier ses comportements, sauf que les gens qui habitent ce continent ne vont pas attendre indéfiniment que toutes ces ressources arrivent. Donc, ils vont être tentés d'émigrer, soit pour eux-mêmes, soit pour permettre de faire vivre leur famille, ou de rechercher des nouveaux territoires. Alors, est-ce que cette transition démographique va toucher l'ensemble de l'Afrique? On a pu vérifier qu'elle a touché effectivement des pays comme l'Iran ou comme la Malaisie, qu'elle a touché une partie du Maghreb, puisque aujourd'hui la natalité au Maroc et en Algérie est de 2,3 enfants par femme, enfin de la fécondité est de 2,3 enfants par femme, et elle est encore un peu plus faible en Tunisie. Elle n'est en revanche pas véritablement visible en Afrique subsaharienne, même si on a pu constater quelques amorces au Kenya, au Zimbabwe ou au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal en 1987, on était à 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 4,5 enfants par femme. Mais personne ne peut dire si cette évolution fonctionnera de façon linéaire jusqu'en 2050, ou si au contraire, il y aura un certain nombre de sauts quantitatifs. Voilà en ce qui concerne les certitudes.
Les incertitudes sur lesquelles je passerai plus vite, parce que justement ce sont des incertitudes, et puis ce sont des aspects qui sont pas seulement démographiques mais sociétaux et qui seront traités par mes collègues, sont un peu les suivantes. La première, c'est quel sera l'impact du réchauffement climatique et de ces phénomènes collatéraux, c'est-à-dire la désertification, la diminution de la bande de pêche, l'érosion, la pénurie d'eau. C'était d'ailleurs un des grands enjeux du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu en 2012. La deuxième incertitude qu'on peut constater aujourd'hui, c'est l'instabilité des régimes africains qui sont traversés par des conflits internes et externes, et l'incapacité de l'Union africaine à construire une force d'intervention qui soit crédible pour gérer ces conflits. Et le troisième point, je l'avais un petit peu indiqué déjà dans mon ouvrage sur la croisade islamiste, qui, comme vous l'avez dit, est un peu prophétique, puisque bien qu'il sorte en 2011, il racontait l'invasion du Mali par les islamistes en 2012, les exactions de Boko Haram, l'attaque par les Chebabs du Kenya et de Djibouti, et les attentats en France. Donc je ne prétends pas jouer les Cassandres, mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient parfaitement prévisibles. Donc le dernier point, c'est la montée de l'islamisme radical en Afrique subsaharienne. Alors c'est aujourd'hui une réalité multiforme, pas simplement au Mali, au Nigeria, en Égypte ou en Somalie, mais qui touche indirectement d'autres populations qu'on croyait préservées. On l'a vu au Kenya, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu au Burkina Faso. Et pour prendre un exemple personnel, quand je suis allé pour la première fois au Burkina Faso en 1988, il n'y avait absolument aucune femme voilée. Et le Burkina Faso était au contraire un pays dans lequel d'abord les gens travaillaient beaucoup et puis où il n'y avait pas de conflit de religion. Quand je suis retourné en 2013, pour la 5e ou 6e fois, j'ai vu les premières femmes en niqab. Pas simplement avec un voile, mais en niqab. Et aujourd'hui, non seulement les femmes en niqab se sont multipliées à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, mais il est presque impossible, et d'ailleurs l'ambassade de France le déconseille, d'aller vers le nord du Burkina Faso, c'est-à-dire vers Ouaïgouya, vers les territoires musulmans, parce qu'il y a un véritable danger. Donc cet islamisme radical, ce n'est pas une vue de l'esprit, non seulement parce qu'il se développe en Afrique, mais parce qu'il touche une population nouvelle. Autrefois, l'islamisme radical fonctionnait bien dans les couches populaires qui étaient assistées, qui vivaient de charité, etc. Aujourd'hui, l'islamisme radical touche les cadres, c'est-à-dire les futurs dirigeants de l'Afrique de demain, et je l'ai vécu moi-même, puisque bien que j'ai un certain nombre d'amitiés et de réseaux relationnels en Afrique, le côté amitié a fait place quand même, sinon à une hostilité, du moins une certaine méfiance. Je suis devenu le toubab qui vient exporter les idées occidentales en Afrique, et donc j'ai décidé, il y a un an et demi, de ne plus faire d'édition, et puis en plus, place aux jeunes, on a suffisamment formé de gens africains pour ne pas refaire perpétuellement la même chose. Donc ceci nous amène aux enjeux. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux qui vont façonner en quelque sorte le devenir de l'Afrique, que je vais poser sous forme de certain nombre de questions. La première question qui est évidente, c'est est-ce que, et Marie-Laure a très bien montré, l'Afrique pourra-t-elle nourrir toute sa population? Selon la FAO, sur le plan technique, effectivement, la planète, en 2050, pourrait nourrir 12 milliards d'habitants, et les surfaces cultivées, qui sont actuellement d'1,6 milliard d'hectares, pourraient être de 4,1 milliards d'hectares, avec des réserves foncières extrêmement importantes, non seulement en Afrique, mais en Amérique du Sud. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'elle peut nourrir 12 milliards d'habitants qu'elle les nourrira.
comme on dit vulgairement, de la fourche à la fourchette, il y a une grande déperdition, un grand gaspillage, et il y a surtout des problèmes de redistribution qui posent les problèmes de sécurité alimentaire, de politique sociale, de spéculation internationale, de volatilité des stocks, d'urbanisation des espaces, de faible rendement des cultures. Je ne vais pas inciter là-dessus, puisque mes collègues ont largement le traité. Deuxième interrogation, est-ce que l'Afrique est capable de remettre en cause sa logique traditionnelle qui est fondée sur le nombre? En Afrique, il y a une tradition qui a très longtemps consisté à faire beaucoup d'enfants pour qu'ils prennent en charge la collectivité familiale. Alors, il y a effectivement des éléments qui parleraient pour cette remise en cause, l'urbanisation, la plus grande petitesse des logements, le changement de mode de vie, le modèle télévisé de la famille nucléaire que les médias développent en Afrique. Et puis il y a au contraire des facteurs négatifs, le maintien de la polygamie, la montée de l'islamisation, mais aussi des religions évangéliques, la faible scolarisation des filles, notamment dans le secondaire, la faible pratique du contrôle des naissances. Et voilà pourquoi la Fondation des Nations Unies pour la population a préconisé d'investir dans l'éducation et dans la contraception. Ceci dit, il faut quand même tenir compte, et tous ceux qui ont vécu en Afrique le savent, de l'écart qu'il y a entre le discours et la réalité. On peut se dire d'accord avec le contrôle des naissances et considérer que ça ne vous concerne pas directement. Et même pour certains Africains, la contraception, je dis pour certains Africains largement instrumentalisés par la propagande, la contraception, c'est une arme des pays riches occidentaux qui vient bloquer les traditions africaines. Troisième question, est-ce que l'Afrique dispose de la capacité entrepreneuriale de mettre en valeur ses ressources? Vous savez, comme on dit, l'Afrique, c'est un pays riche, habité par des gens pauvres. Donc, on constate qu'il y a effectivement en Afrique des entreprises, des start-up, des IDE, qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Mais premièrement, ce sont toujours les mêmes pays qui en bénéficient. Et si on fait l'inventaire des pays où il y a le plus de création d'entreprises et le plus d'investissements, ben on constate que c'est l'Afrique du Sud, que c'est l'Angola, que c'est le Kenya, que c'est la Guinée équatoriale, que c'est l'Ouganda, c'est-à-dire que c'est finalement très très peu les pays de l'Afrique francophone. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui s'est développée la pratique du crowdfunding, c'est-à-dire du financement solidaire, faire un appel d'offres pour trouver des fonds et ne lancer une opération que si les fonds sont trouvés, mais on peut constater qu'il y a beaucoup de difficultés finalement à réaliser ce crowdfunding et que même les diasporas s'y investissent relativement peu et les pays encore moins. Alors, on peut rêver, on a vu le rêve de Borloo d'une fondation pour l'Afrique qui développerait l'énergie en utilisant toutes les formes d'énergie, éolienne, solaire, hydraulique, biomasse, et qui permettrait d'électrifier une grande partie de l'Afrique. Dans l'idée de Jean-Louis Borloo, il y a l'exemple de Casablanca, puisque Casablanca, entre 1995 et 2005, est passé de 15% d'électrification à 90% d'électrification. Mais c'est un exemple particulier. Jean-Louis Borloo a chiffré d'ailleurs ce coût à 200 milliards d'euros. Où trouver ces 200 milliards d'euros? Alors lui pense que les bailleurs publics pourraient contribuer pour un quart et puis les bailleurs privés pour trois quarts, pour les trois quarts restants. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que quand même c'est peut-être une très belle idée, mais on attend de voir les premières réalisations. Quatrième enjeu est la jeunesse africaine. Vous l'avez dit, c'est écrit et tout le monde le sait. Près de la moitié des Africains ont aujourd'hui moins de 18 ans. Tout le problème est de savoir si la jeunesse c'est le problème ou si c'est la solution. La jeunesse aujourd'hui n'est pas au pouvoir,
Elle est dans les écoles, elle est dans les rues, elle est parfois dans les trafics, elle est parfois dans les circuits d'immigration. Et en même temps, il y a visiblement une volonté de changer changer une société qui repose sur un pouvoir traditionnel, sur le père, l'image du père, l'image du vieux, l'image du sage, l'image du combattant héroïque, c'est-à-dire une image relativement ancienne et dont la jeunesse voudrait faire table rase, sauf qu'elle n'a pas pour l'instant les moyens de faire et on ne sait pas ce que cela pourrait devenir. Et le dernier enjeu, mais je ne vais pas trop le développer puisque ça va être véritablement le sujet du colloque, c'est effectivement les migrations. Je voudrais simplement rappeler le sondage qui a été fait par Gallup il y a 3 ans et qui concernait quand même près de 80 pays et plus de 60 000 personnes. Ce sondage montrait qu'une personne sur 5 hors de l'Union européenne a envie de quitter le pays où elle est née. Que cette proportion passe pour l'Afrique subsaharienne à une personne sur 3. Et que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, on est proche d'une personne sur 2. En République démocratique du Congo, c'est 46%. En Sierra Leone, c'est 52%. Alors bien entendu, il y a une grande différence, un grand écart entre le désir de migrer et le passage à l'acte. Mais quand les facteurs push, c'est-à-dire les facteurs « je veux quitter mon pays », convergent avec les facteurs pull, c'est-à-dire « je veux être attiré par tel pays », le désir peut se concrétiser. Alors je voudrais terminer cette intervention pour laisser la parole à la salle par 3 petits points. Premier point, et là encore, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais mon but n'est pas de faire plaisir à tout le monde, c'est que le désir de migration génère ses propres circuits. On peut lutter contre les passeurs, c'est légitime, mais c'est en même temps un combat sans fin. Parce que même si on met fin à un certain nombre de filières, d'autres vont naître. La fonction de passeur est une fonction psychologiquement, économiquement, financièrement extrêmement rentable et va susciter des vocations immédiates, notamment parmi les Africains, puisque ce sont eux qui gouvernent essentiellement les mafias de passeurs. La deuxième idée, qui est un peu hérétique par rapport à ce qui est dit en général, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le développement solidaire encourage la migration au lieu de la combattre. Je ne dis pas qu'il faille abandonner l'aide au développement ou le développement solidaire qui a d'autres fonctions, mais j'ai montré que si on comptait seulement sur ce développement pour freiner la migration, on se trompe totalement. Moi-même, très honnêtement, au début, j'ai cru que c'était une avance de solution, et je me suis rendu compte que c'était faux. Parce que quand on est en Afrique, on comprend que pour réussir une migration, il faut avoir en quelque sorte un triple bagage. Il faut un bagage intellectuel ou de main-d'œuvre, c'est-à-dire avoir quelque chose à vendre. Il faut un bagage financier, c'est-à-dire pouvoir payer le passage et pouvoir subsister dans le pays d'accueil pendant un certain temps. Il faut un bagage relationnel, c'est-à-dire trouver un réseau de gens qui vont vous aider, qui vont vous fournir des contacts, des papiers, des adresses, de lettres, et en quelque sorte une liaison avec le pays d'origine. Et ça m'amène au dernier point, qui sera un petit peu ma conclusion, qui est le problème des diasporas. Les diasporas, c'est-à-dire tous ceux qui sont d'origine étrangère, mais qui ont gardé une certaine forme de contact avec le pays d'origine quand ils sont dans le pays d'accueil, les diasporas en France, ça représente 12 millions de personnes. C'est quand même extrêmement important. Et elles peuvent jouer un rôle fondamental. Alors, elles peuvent jouer un rôle d'aide aux primo-arrivants, un rôle de lien entre une communauté qui est dispersée, un rôle important pour les transferts de fonds
et de savoir-faire, et aussi peut-être un rôle de dissuasion vis-à-vis des candidats à l'émigration, en leur montrant que ce n'est pas dans le couloir du métro qu'on peut trouver l'Eldorado. Malheureusement, la pratique quotidienne ne va pas dans ce sens-là. Quand quelqu'un revient en Afrique, il ne revient pas les mains vides et encore moins les mains menottées. Il revient avec des cadeaux, même s'il a été obligé pendant très longtemps de s'endetter pour arriver avec des cadeaux. Et comme il arrive avec des cadeaux, eh bien, il crée une sorte d'exemple. Les gens se disent, bah, il a réussi, donc pourquoi nous n'allons pas aussi réussir? Donc il y a tout un travail à faire avec les diasporas qui représente un peu la passerelle entre le pays d'origine et le pays d'accueil. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec mes amis du partenariat euro-africain, essayer de construire une sorte d'embryon de plateforme des diasporas pour que l'État ait un interlocuteur, comme il a par exemple sur le plan religieux, même si on peut tout à fait en discuter, un interlocuteur avec le Conseil français de culte musulman, et j'ai d'ailleurs participé fin avril aux 3e journée nationale des diasporas africaines. Alors je voulais conclure en disant, et c'est peut-être une façon d'amener le débat qui va suivre, et surtout l'intervention qui va suivre, il est certainement utile d'oser dire nos vérités à l'Afrique, mais il faut aussi oser écouter les vérités que les Africains ont à nous dire. Je vous remercie de votre attention.